continue avec Axel Daucher pour le marketing conversationnel et ça va bouger. Bonjour à tous. Alors, après Beyoncé, je suis pas sûr que ça bouge vraiment, mais bon, je vais faire le maximum. Je suis ravi d'être là et en fait, je vais vous parler de quelque chose qui est venu d'un univers complètement différent, puisque le point de départ de tout ce que je vais vous raconter, c'est de la problématique de démocratie participative. Et c'est de voir comment la démocratie participative peut avoir une application sur les marques. Alors le problème, c'est que je n'ai pas le petit bip. Ah bah voilà, sabotage. Donc le marketing conversationnel, c'est né. Ben oui, mais c'est né. Bon, je vais le faire a cappella alors. Le marketing conversationnel, c'est venu d'un problème lié à la démocratie. C'est comme ça que j'ai monté cette entreprise qui s'appelle Make.org il y a 6 ans. J'étais dans votre univers avant. Et le sujet de Make.org, c'était de prendre conscience que nos démocraties étaient plus efficaces. En fait, ce qui se passe, et ça a été vraiment la raison de mon engagement, c'est le fait qu'il y a un effondrement du consentement à la décision collective dans nos sociétés. Et c'était ça la raison de quitter ce que je faisais pour monter cette boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve dans des démocraties occidentales avec un désengagement, une crise de confiance de tout ce qui vient d'en haut, une hyper-fragmentation de la société qui fait qu'on n'arrive plus à avoir un discours commun. Et puis, comme je l'évoquais, en conséquence, une baisse du consentement à la décision. Et nous, ce qu'on a apporté dans ce cadre-là, qui était au départ une sorte de mission qui nous dépassait complètement, ça a été comment est-ce qu'on peut inventer un outil qui permet de réintermédier la démocratie, c'est-à-dire de recréer un nouveau lien entre les institutions et les citoyens pour que le système fonctionne. Et quand on a fait ça, on a été finalement obligé, enfin notre chemin a été d'inventer une plateforme et une méthode qui permettent d'impliquer massivement et consciemment des millions de personnes dans la co-construction et la mise en œuvre de politiques publiques. Et donc ce qu'on sait faire, et c'est là d'où on sait faire collaborer récemment en Europe 38 millions d'Européens représentatifs pour co-construire une politique publique en Europe. Et on le fait dans plein de pays différents. Et on le fait au niveau des villes, on le fait pour le gouvernement allemand, le gouvernement français, on le fait dans plein de domaines. Et qu'est-ce que j'appelle collaborer 38 millions? Il y a une méthode qui en fait se coupe en 3 pour réussir à faire parler ensemble autant de personnes. Notre solution a été de créer un espace de consultation. On va poser une question ouverte à 38 millions de personnes. On va déterminer la cartographie des 10 sujets sur lesquels les gens se retrouvent. Et c'est sur cette cartographie-là qu'on va faire collaborer les gouvernements, les politiques publiques, et pour arriver à une politique qui ensuite va être soumise à 38 millions de personnes. Et ce schéma-là, on l'a fait des dizaines de fois. On l'a tellement fait que, je vous parlais de Oui européenne qu'on a fait au niveau européen, on l'a aussi appliqué à d'autres cas d'usage. Le deuxième cas d'usage qu'on a utilisé, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour construire de l'impact. Et du coup, on a fait collaborer pendant 1 an une 60aine d'associations avec 500 000 personnes sur la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on a trouvé en 1 an des réponses et des actions qui ont tout changé à l'échelle nationale sur la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes qu'ensuite on a mise en œuvre. Ensuite, on a fait pour des entreprises. C'est-à-dire les cas d'usage. C'est comment est-ce que dans une entreprise, on fait une très grande boîte, on fait collaborer 100 000 collaborateurs avec 5 millions de clients pour définir une stratégie, une organisation. En ce moment, là, on fait ça pour le Crédit Agricole. On fait collaborer tous les clients avec tous les collaborateurs sur le projet d'entreprise du Crédit Agricole. Et puis est arrivé dans cette avancée successive les marques et le rôle des marques et qu'est-ce que les marques font là-dedans. En fait, alors ça c'était des exemples que je voulais vous donner, donc je vais juste rapidement les faire. Avant les élections présidentielles, on a fait collaborer 1 million de Français sur les priorités du futur gouvernement. Et on a déterminé les 12 sujets sur lesquels tous les Français étaient d'accord et on a
engager tous les candidats à prendre des positions claires sur ces sujets-là. Il faut savoir que les 12 sujets qu'on a faits contenaient des sujets qui n'étaient absolument pas perçus par les sondages. 2 opérations sur lesquelles on travaille qui sont absolument gigantesques pour nous, qui nous dépassent complètement, mais sur lesquelles on a travaillé. Une opération qu'on prépare avec le gouvernement américain sur une consultation début 2023 sur 50 millions d'Américains pour redéfinir leur part commune, et qui serait l'initiative centrale du second mandat de Joe Biden, et une opération avec l'Afrique sur une consultation sur tous les jeunes Africains des 55 pays de l'Union africaine pour redéfinir le futur de l'Afrique vu par les jeunes Africains. Donc je disais, comment est-ce qu'on est arrivé aux marques? En fait, tous les mots que j'ai utilisés pour qualifier le problème de la démocratie, on peut les appliquer aux marques. Les marques aujourd'hui font face à un désengagement massif, à une crise de confiance massive. Dans plein de cas, il est préférable de ne pas avoir de marque pour créer de la relation. La marque devient une liability et non même plus un avantage. Deuxième chose, c'est que les techniques marketing qui sont développées, notamment à la perf, ont créé une hyper-fragmentation de la relation aux différents clients et de la relation aux différents consommateurs. Et cette hyper-fragmentation, elle crée de la performance locale, malheureusement de la performance généralement pas durable, parce que le système de real-time bidding fait que les gains qu'on peut avoir en coût contact, on les perd la semaine d'après si le concurrent fait la même chose. Mais surtout, on crée comme ça des micro-cibles qu'on va micro-adresser dans une logique extrêmement marketing par rapport à leurs besoins. Et il y a beaucoup de marques qui perdent leur share, c'est-à-dire la part commune de l'ensemble des personnes. Et tout ça se manifeste à travers une baisse de performance des campagnes. Et donc le lien entre les deux, et c'est ça dont je vais parler brièvement, c'est de dire, est-ce qu'il est possible de réintermédier les marques? Est-ce qu'il n'y a pas, de la même manière que sur la démocratie, la nécessité et la possibilité de le faire? Alors, qu'est-ce qui a marché dans la démocratie, dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure? Ce qui marche, c'est que avant la démocratie, c'était on votait. Et d'ailleurs, quand on voit des jeunes, aux dernières élections législatives, il y a 70% des jeunes qui n'ont pas voté. D'accord ? Et quand on voit les gens, les vieux comme moi, qui parlent à ces jeunes-là, généralement, le point de départ, c'est de dire « mais va voter, c'est le minimum. Voilà, tes grands-parents se sont battus pour ça, tu vas voter, c'est le minimum. Après, tu fais rien, tu ne vas pas dans les partis politiques, etc. » Mais ça ne marche pas du tout. Parce que pour un jeune, le vote, ce n'est pas le point de départ, ce n'est pas l'étape minimum, c'est l'étape maximum. Ça veut dire accepter tout le système. Et donc, le principe de réintermédiation de la démocratie, ça va être de nourrir une relation avant le vote. Nourrir une relation sur la participation, sur la conversation. C'est ça que nous, on a inventé sur la démocratie. Et bien, sur les marques, il se passe quelque chose de similaire. Aujourd'hui, le message descendant ne fonctionne plus parce que l'émetteur n'a plus la franchise. On ne confère plus à l'émetteur une franchise suffisante pour qu'il soit écouté. Et donc, c'est de la même manière que sur la démocratie, il y a des capacités. Comment est-ce qu'on peut, j'ai juste repris, j'ai changé le titre, j'ai rien changé d'autre, impliquer massivement et consciemment les consommateurs et les clients dans une conversation avec la marque et ses collaborateurs. Alors, je vais vous donner quelques exemples assez concrets. On est au début de cette aventure-là. On n'était pas au départ sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on a pas mal de soucis avec notre conseil éthique parce qu'on a des contraintes d'application de notre méthode qui nous empêchent de travailler sur tous les cas d'usage. Un exemple qu'on a fait avec Nestlé. Certains, j'ai le droit de vous en parler. Le problème de Nestlé, c'était les céréales. Et comment est-ce que finalement ils avaient l'impression qu'ils avaient tout essayé sur le rôle du packaging de céréales et l'offre de céréales. Et il y a, comme vous le savez, il y a des leaders dont n'est pas Nestlé sur le marché de la céréale. Et donc on a ouvert une conversation avec 500 000 citoyens, enfin consommateurs, sur comment réinventer le petit déjeuner de vos enfants. Et ça a été ça l'opération qu'on a fait avec eux. On a fait cette opération-là. Il y a eu une conversation, puisque toutes les équipes de Nestlé ont pu poser des propositions, échanger dans le système que vous avez devant les yeux.
Et ça a changé la perception du marché par Nestlé. Et ça a changé la relation avec ses consommateurs. À la fois sur des sujets très concrets, hein, sur le rôle, par exemple, le côté très ambivalent du côté ludique de ce qu'il y a sur les boîtes de céréales, par exemple. Et puis sur des choses, au contraire, qui sont plutôt de l'irrationnel, qui est Nestlé a réalisé la violence de certaines propositions, par exemple sur un déjeuner plus équilibré, qui ont du coup été proposés par des consommateurs, donc ils ne se sont pas limités par comment je parle à des gens, ils ont parlé, et qui ont recueilli des consensus extrêmement forts. Donc ça, premier exemple qu'on a pu faire. Deuxième exemple, c'est avec une marque de L'Oréal, là je ne pourrais pas aller plus loin que ça, qui a un purpose, vous savez, L'Oréal a des purposes très établis, et qui a utilisé son purpose, qui est très très fort sur cette marque-là, très fort au sens très courageux, comme étant, et la conversation autour de ce purpose, comme étant la campagne pour s'exprimer et pour augmenter sa notoriété. Troisième exemple, avec Orange, on a fait collaborer tous les clients d'Orange à la réinvention des boutiques Orange. Donc en fait, ça c'est plein de cas d'usage. Alors on a essayé un peu de le modéliser. En fait, qu'est-ce que c'est que le marketing conversationnel? C'est ouvrir un débat avec les concernés. En fait, quand vous regardez votre marque et les rapports à ses clients, généralement, vous travaillez beaucoup ceux d'en bas, là, les engagés, les super fans. Il y a plein d'idées. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus que des idées. On l'a vu sur TikTok, il y a plein d'outils qui permettent de nourrir les communautés. Le problème, c'est que c'est 0,1, 0,5% de votre base. Donc, ça ne change pas forcément la face du monde. Mais en tout cas, il y a un truc sur les super ambassadeurs. Et puis, très, très loin, il y a tous les clients, voire tous les prospects, sur lesquels vous testez vos différentes techniques marketing. Ce dont on parle avec le marketing conversationnel, c'est d'ouvrir une bulle intermédiaire. Pourquoi est-ce qu'elle est intermédiaire? Parce qu'elle va réussir à engager jusqu'à 10% de votre base. C'est-à-dire assez significativement. Ce n'est pas du masse, mais c'est quand même très significatif. Vous faites 4 conversations dans l'année, vous commencez à couvrir assez largement des points de contact avec votre audience que vous n'aurez jamais touché sans rien faire. Et deuxièmement, la technique pour les toucher, c'est de les engager sur une conversation qui est adéquate. On finira par ça. Quelles sont les conversations qu'une marque peut avoir? Et ça va créer un effet direct sur cela. Et vous allez pouvoir, au-delà de ça, utiliser cette conversation comme étant le thème de votre communication à tous. Donc là, c'est un retailer avec lequel on travaille sur le fait de faire 4 grands débats par an sur 10% de sa base client. Enfin, 10% participent, hein, pas 10% sont touchés. 100% sont touchés, il y a 10% qui participent par an, 4 fois par an. Et de là, sur différents thèmes, réussir à finalement nourrir une relation différente avec ses clients. Et ces 4 grandes conversations sont le sujet de sa communication corporate à ce moment-là. Donc c'est vraiment un outil marketing à part entière. Ce qui est très important, c'est le petit cadre rouge qui est en bas à droite, c'est que ces conversations sont des conversations qui ne vont pas simplement engager que les consommateurs comme des cibles, ils vont engager l'interne de l'entreprise. Et pas simplement le service marketing, mais tous les collaborateurs de l'entreprise. Sur un retailer, c'est tout le personnel de tous les magasins. C'est la comptabilité. C'est parfois les fournisseurs ou les partenaires de l'entreprise. Et là, il y a vraiment une conversation qui se met en place d'un niveau complètement différent. À quoi ça sert de faire ça? Il y a 3 bénéfices. Le premier, c'est le réengagement des concernés sur des sujets de conversation. Et là, c'est là où c'est un bénéfice marketing. C'est ça qu'on appelle le marketing conversationnel. C'est je crée des occasions d'échange qui sont ni transactionnelles, ni publicitaires, qui sont de l'ordre de la conversation sur un sujet. On va parler des sujets dans 5 minutes. Le deuxième est extrêmement important. On bosse en ce moment avec Procter sur une opération. Et pour Procter, le deuxième, c'est la raison de le faire. C'est le choc de conscience sur l'interne. Quand vous prenez une conversation sur la sustainability de votre entreprise ou de votre catégorie, et que vous l'assumez parfaitement, et que vous avez 1 million, 2 millions de clients qui discutent avec vos collaborateurs,
vos collaborateurs se prennent un choc de client centricity qui se sont jamais pris dans la tête depuis très longtemps. Alors que pourtant, le mot client centric, il existe depuis très longtemps. Donc, dans le cas de Procter, ce cas-là est prioritaire. La raison numéro 1 de faire des choses, c'est la client centricité. Le numéro 2 pour eux, c'est réengager les concernés, créer une affinité de marque qu'ils avaient perdue. Et troisièmement, c'est la compréhension client, l'intelligence client, un peu ce qu'on a été chercher avec Nestlé, mais qui n'apparaît qu'en troisième lieu. Ce n'est pas un sujet d'études conso, ce dont on parle. C'est vraiment un sujet de marketing. Alors, pour finir, je voulais parler des thèmes, des conversations. J'ai tenté une sorte de mapping un peu simpliste. Trouver un sujet de conversation avec ses consommateurs, c'est comme trouver un sujet de conversation avec son voisin de table qu'on ne connaît pas. On peut être très chiant, on peut être rigolo, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. La manière dont je les ai catégorisés, c'est premièrement de catégoriser la nature de la catégorie. Alors parfois une marque peut être atypique sur sa catégorie, mais globalement, et je ne suis pas sûr que ce soit les bons mots d'ailleurs, il y a des catégories qui sont peu impliquantes. Le PQ, c'est peu impliquant. Il y a des catégories qui sont impliquantes, et puis à l'autre bout, il y en a qui sont, quand on parle du luxe, quand on parle de l'automobile, il y a de l'expérientiel, il y a un lien à la marque, à la catégorie qui existe indépendamment de la marque. Il y a un intérêt préalable qui est en place. Et ces trois gros blocs, je regarde sur quel type de sujet ils peuvent communiquer une conversation. Soit ils veulent parler d'eux-mêmes. Dites-moi, les gars, comment je me réinvente, comment est-ce que j'ai fait évoluer mon expérience client, mon site, mon magasin. Des sujets RSE, comment est-ce qu'on est plus responsable tous ensemble, ou des combats sociétaux, où là vraiment on va aller très loin, on va faire une communion d'intérêts avec ses consommateurs pour aller très loin. Il est évident que quand on est dans une catégorie complètement à droite, on a tous les droits. On a une légitimité pour nourrir une relation sur soi-même parce que ça va intéresser les gens, sur un engagement catégoriel et également sur des combats. En revanche, quand on bascule à gauche, en fait, une marque de PQ va pas nourrir. Moi, je ne sais pas faire une conversation avec. Je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas de marque sur des papiers hygiéniques, mais je ne sais pas construire une conversation là-dessus. Comme en politique, je ne sais pas construire une conversation sur la TVA intracommunautaire. Je ne sais construire une conversation que sur ce qui a un lien préexistant avec les gens. Et donc, quand on travaille avec une entreprise, le plus difficile, c'est de trouver les bons sujets. Des sujets qui ont un sens pour l'entreprise, pas artificiels. C'est-à-dire que quand on pose une question, il faut vraiment envie de savoir la réponse. Hein. Ce n'est pas pour faire ce que les gens disent, mais voilà, on va aller ennuyer les gens pendant 3 minutes, les faire participer à quelque chose, 10 minutes, un quart d'heure. Il ne faut pas le faire pour n'importe quoi. Mais c'est là où on va construire une nouvelle manière de décrire sa marque. La marque, on la décrivait il y a très longtemps par ses attributs, par ses territoires, par ses valeurs. Il y a un nouveau champ qui vient de naître, c'est de décrire la marque par les champs de conversation qu'elle est prête à assumer et sur lesquels elle est à la fois légitime, d'une part pour le faire, et d'autre part, qui vont la nourrir dans la durée. Alors, en synthèse de tout ce que je dis, c'est finalement une séquence en trois morceaux, en fait. Hein. Vous êtes une marque, vous allez impliquer par la conversation. Donc, c'est les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Cette implication va vous permettre de mettre en place une logique de co-construction perçue par les gens. Et cette implication, cette co-construction va permettre de créer de l'appropriation. Et donc, j'ai été étonné en voyant TikTok tout à l'heure, parce que finalement, il y a... Moi, j'arrive d'un petit peu l'opposé de TikTok dans la démarche. Mais finalement, quand a été racontée cette histoire de mission, Bonded Mission, je crois, on parlait de la même chose. On parlait d'un lien particulier où on mettait à contribution les clients. L'énorme différence, c'est que quand on parlait de TikTok, on parlait de quelques créateurs réduits qui donnaient une voix différente à la marque.
Moi, je parle de 10 à 20% des consommateurs qui rentrent en conversation avec la marque. Voilà. Voilà une nouvelle approche qu'on expérimente. Hein. On est au début de l'histoire, mais je pense que ce dont on est en train de parler, c'est quelque chose qui dépasse complètement la démocratie ou les marques ou les entreprises. C'est que c'est fondamentalement, on vit à une époque où les organisations humaines très verticales ne fonctionnent plus. Et il y a plein de solutions microscopiques pour faire marcher ce qu'on appelle de l'horizontal. Et maintenant, on commence à voir arriver, d'abord avec les réseaux sociaux et puis avec des systèmes comme ça, des manières systémiques de penser une organisation humaine comme un fonctionnement horizontal et non pas vertical. Merci beaucoup.